Dans cette vidéo, j'explique tout ce qu'il faut savoir pour débuter dans l'impression 3D avec la Bambulab X1 Combo. Je montre l'installation de l'imprimante et son bac, la première mise en route, le logiciel, les premières impressions, les différentes matières, les ratés et comment les résoudre. Je suis tombée sur une véritable pépite, une imprimante 3D qui semble révolutionner le marché en ce moment, la Bambulab X1 Combo. Ce qui m'a particulièrement séduit, c'est sa capacité à imprimer à une vitesse record tout en préservant une qualité exceptionnelle. Avec ses bacs en option, il est possible de réaliser des créations jusqu'à 16 couleurs ou matériaux différents. Le tout sans avoir à jongler avec ses réglages complexes. Tout est préprogrammé, ce qui facilite la prise en main. Je peux la piloter directement sur son écran, sur un ordinateur ou sur l'application smartphone. Les trois sont intuitives et bien pensées. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que chaque filament est doté d'une petite puce intelligente. Grâce à cette technologie, l'imprimante reconnaît automatiquement la matière et la couleur du filament et ajuste tous les paramètres en conséquence. Pour moi qui débute, je peux me concentrer sur ma créativité sans me soucier des détails techniques. La machine est livrée avec 3 bobines de couleurs différentes, le blanc, le noir et le vert. Bon, ça c'est ce que je pensais. J'explique mes aventures de moldu plus loin dans la vidéo. Avant de lancer ma première impression 3D, installation de la bête. C'est super rapide. L'imprimante est soigneusement emballée, mis à part quelques petits branchements, on est presque sur du plug and play. Pour la sortie de sa boîte, je soulève les 2 extrémités du plastique. J'ouvre le capot supérieur. La première chose à faire est de prendre la boîte en carton à l'intérieur parce qu'il y a tous les accessoires dont je vais avoir besoin. À l'aide de la clé Allen, je dévisse les endroits indiqués par des flèches fluo, ce qui me permet d'accéder et de retirer le bac AMS. Je retire les dernières vis de la partie inférieure. Je place l'écran. Il se branche et se clipse en le poussant sur la gauche. Ensuite, je retourne la machine et branche les câbles. Le fil blanc se place ici. Pour relier le bac à l'imprimante, il y a 2 câbles. Le plus grand, avec 6 fiches, se place sur le bac AMS et se relie ici à l'intersection. Le plus petit, avec les 4 fiches, se branche ici et en bas. J'en profite également pour installer le câble d'alimentation. Pour le support de bobine, je dépose le bout qui dépasse sur la droite et j'assemble le tout. Cette étape est facultative quand on possède le bac AMS. Le bac AMS peut se placer au-dessus de l'imprimante, sur la vitre supérieure ou sur le côté. À l'intérieur se trouvent 2 petits réceptacles. Je soulève les couvercles et je place les petits sachets anti-humidité dans chacun d'eux. Le bac AMS permet de gérer automatiquement les filaments utilisés lors de l'impression. Celui-ci peut contenir jusqu'à 4 bobines différentes et les sélectionner en fonction des besoins, sans nécessiter une intervention manuelle. L'AMS est hermétique et protège de l'humidité. Ça simplifie le processus d'impression en offrant une gestion automatisée des matériaux, ce qui facilite grandement l'utilisation de l'imprimante 3D. On peut cumuler 4 bacs comme celui-ci, ce qui permet d'imprimer jusqu'à 16 couleurs ou matières différentes. Pour la première mise en route, je l'allume à l'arrière. Je suis les différentes étapes à l'écran. Il y a plusieurs choix de langue. Ici, ça sera le français. Le QR code permet d'installer l'application mobile dédiée. Très pratique. Après l'avoir connectée au réseau Wi-Fi, elle se calibre automatiquement. Le plateau se lève, je peux retirer les dernières mousses de protection qui se trouvent bloquées en dessous. La tête d'impression de l'imprimante se déplace vers différentes extrémités du plateau pour les détecter. Cela permet à l'imprimante de connaître les limites de sa zone de travail. Ensuite, elle se met à vibrer à différentes intensités. Ces vibrations servent à tester la stabilité de l'imprimante et à s'assurer qu'elle est correctement positionnée. La Bambulab utilise ces informations pour calibrer automatiquement le plateau d'impression. Elle ajuste la hauteur de la buse par rapport au plateau pour s'assurer que la première couche d'impression sera correcte. Cela ne prend que quelques minutes. Je place la bobine dans son emplacement, le filament vers le haut, et je l'insère dans l'encoche qui clignote. Je force un peu jusqu'à ce que le fil se mette dans l'engrenage. Je sais qu'il est bien entré dès que l'imprimante se met en marche et que le LED reste allumé en continu. L'imprimante m'indique qu'il est recommandé de lubrifier les vis trapézoïdales. Bref, les 3 tiges qui sont reliées au plateau. Grâce au QR code,
j'ai accès immédiatement au chapitre qui en parle dans le manuel d'utilisation. Première étape, j'enlève la poussière avec un chiffon microfibre. Dans la boîte, j'ai plusieurs petits sachets de lubrifiant comme celui-ci. J'en dépose tout le long de chaque tige. Et je descends le plateau pour permettre au lubrifiant de se répartir tout le long de la tige et éviter des dépôts où la poussière pourrait s'accumuler. Il y a 3 façons de piloter l'imprimante. Sur l'écran intégré, dans l'onglet d'accueil représenté par une petite maison, on retrouve toutes les informations générales de l'imprimante. Ici, on a le modèle et ses caractéristiques. Sur la droite, on peut activer ou désactiver la lampe intérieure, idem pour la Wi-Fi. En ce qui concerne les différents thermomètres, le premier c'est la température de la buse, le second la température du plateau et enfin la température ambiante de la chambre. Les 4 petits carrés en bas correspondent aux filaments qui se trouvent dans l'AMS. Ces informations sont en temps réel et si j'appuie sur un de ces éléments, j'atterris directement dans l'onglet du pilotage de la machine. C'est le second onglet. Il est composé de 4 menus. Température axe. Sur la gauche, on retrouve les températures des éléments qu'on vient de voir. En appuyant dessus, je peux changer manuellement chaque température. En dessous, le petit compteur permet de régler la vitesse d'impression. Il y a 4 modes: silencieux, standard, sport et insensé. En dessous, ce sont les pourcentages d'utilisation des différents ventilateurs. Je peux activer chacun d'eux indépendamment et régler le pourcentage de vitesse. Au milieu, ça permet de dépasser la tête d'impression en avant, en arrière et sur les côtés. Soit cran par cran, représenté par le 1, soit par le 10 crans. Sur la droite, ça permet de monter et descendre le plateau, idem, cran par cran ou par 10. Tout à droite, c'est l'extrudeur. La flèche du bas pour extruder, donc donner du filament à la buse, ou l'inverse avec la flèche du haut. Et en appuyant sur la petite maison verte du milieu, je remets tous les éléments par défaut. La tête d'impression se replace au milieu. Dans le second menu, je vais pouvoir contrôler le bac AMS. On retrouve toutes les informations concernant les différents filaments qui s'y trouvent. Les 4 ici représentent le bac, et celui de gauche, c'est celui du porte-bobine qui se trouve à l'arrière de l'imprimante. Avec ce bouton, je peux charger ou décharger le fil que j'ai sélectionné. Le petit symbole ici est un hydromètre qui calcule le taux d'humidité du bac. Pour ma part, j'avais laissé la fenêtre ouverte qui se trouve derrière l'imprimante et il a fallu quelques jours avant qu'il se mette dans le verre. Le prochain menu est utilitaire. On y retrouve les paramètres de calibrage et une option pour le séchage du filament. Dans le dernier menu, il y a différents paramètres liés aux options d'impression. Dans le troisième onglet, on retrouve plusieurs modèles d'impression prêts à l'emploi. Un vase sympa, un benchy, un dinosaure, etc. Le quatrième onglet est réservé à l'espace personnel avec toutes mes informations, le réseau et compagnie, et un menu maintenance avec un QR code qui renvoie au manuel d'installation. Et le dernier onglet, c'est là où se trouvent tous les messages d'erreur que l'appareil peut relever. Il permet également de faire un autotest et à fournir toutes les solutions appropriées en cas d'anomalie. Voilà pour l'écran. Ensuite, il y a l'application mobile. On retrouve à peu près les mêmes informations que sur l'écran. Le petit plus, grâce à la vidéo de contrôle, je vois en direct ce qui se passe dans l'imprimante. Et si j'appuie sur ce bouton, j'enregistre la vidéo qui sera stockée sur la carte SD de l'imprimante. Carte SD que l'on retrouve ici, sur le côté de l'écran. Elle n'est pas fournie avec la machine. Cette application est très pratique quand je m'absente. Je peux suivre chaque étape de l'impression et je reçois une notification quand elle est finie. La dernière façon de piloter l'imprimante est le logiciel Bamboo Studio, aussi appelé Slicer. Ce logiciel permet de contrôler les moindres paramètres de l'imprimante. C'est un outil essentiel qui permet de traduire un modèle 3D en instructions spécifiques pour l'imprimante. C'est lui qui va déterminer ce que l'imprimante doit faire pour imprimer la pièce. Il retransmet tous les passages de la buse, couche par couche. Ici, on va pouvoir paramétrer de manière précise le moindre facteur. Le débit du filament, le type de quadrillage, les supports, bref, énormément de choses.
Bambulab a fait du bon travail sur l'optimisation de celui-ci, car il est rapide, fluide et facile à utiliser. Le sujet est tellement vaste qu'il en fera l'objet d'une vidéo à lui tout seul. Avant toute chose, et étant donné que c'est la première utilisation, je mets le logiciel à jour. Dans l'avant-dernier onglet, j'appuie ici et j'attends que le logiciel installe la dernière version. Dans le troisième onglet de l'écran, il y a quelques modèles d'impression prêts à l'emploi. La plupart du temps, je vois qu'on imprime en tout premier ce joli petit bateau, plus précisément un modèle appelé Benchy. Il s'agit d'un moyen de tester la qualité d'impression de l'imprimante. Mais avant ça, je vais plutôt imprimer un outil qui me sera très utile par la suite, ce petit grattoir. Il existe deux modèles différents. Le petit, de 3,2 grammes, avec seulement 15 minutes d'impression, calibrage compris. Il est sympa, mais relativement fragile pour tenir dans le temps. Du coup, je recommande de partir plutôt sur ce modèle. Bambulab a fourni dans la boîte tous les accessoires nécessaires pour fabriquer un grattoir solide et durable. Première étape, et qui va devenir une habitude, je prépare mon tapis. Il est aimanté sur le plateau et se détache en soulevant le bord. Pour maintenir la première couche d'impression, j'applique une couche de colle fournie avec la machine, j'en mets un peu partout. Pour repositionner le tapis, je le glisse jusqu'aux encoches du fond et je descends en m'assurant qu'il est bien aligné sur les bords du plateau. Pour lancer une impression depuis l'écran, c'est très simple. Je sélectionne le modèle qui m'intéresse. On y retrouve différentes informations en dessous de l'image. Il y a le nom, le temps d'impression, calibrage compris, et les grammes de la pièce que l'on va imprimer. Sur la droite, c'est la sélection du filament. Alors attention, il ne s'agit pas d'une fonction tactile qui permet de sélectionner le filament que l'on désire. Mais au contraire, ce sont les instructions que l'imprimante me donne pour savoir dans quel emplacement mettre le filament. Je m'explique. Dans notre exemple, la pièce que l'on va imprimer ne comporte qu'une seule couleur, en matière PLA. Donc, je dois mettre une bobine de couleur de matière PLA dans le premier emplacement du bac. Tout à gauche, les autres emplacements ne seront pas utilisés. Si par exemple, j'avais sélectionné l'autre modèle du grattoir, avec les écritures dans une autre couleur, l'imprimante m'aurait demandé de mettre la couleur 1, celle de l'objet, dans le premier emplacement, et la couleur 2, des écritures, dans le second. En dessous, il y a 3 options. La première, c'est la sélection, ou non, du bac AMS. La seconde, c'est la mise à niveau du lit, plus précisément du plateau. Et la dernière, c'est la calibration du débit, de la buse. Étant donné que l'imprimante est très rapide, je peux systématiquement sélectionner la mise à niveau et la calibration, ce qui ne prend que quelques minutes de plus, mais ça m'assure que la machine est paramétrée de façon optimale pour garantir une belle impression. Ensuite, j'appuie sur « Imprimer maintenant ». Comme précédemment, la tête d'impression se déplace aux différentes extrémités du plateau pour les détecter et elle se met à vibrer à différentes intensités pour tester la stabilité. La machine procède aussi au nettoyage de la buse. Cette étape est cruciale pour s'assurer que l'impression sera propre et précise. La buse chauffe à 220 degrés pour faire fondre tout résidu de filament qui peut rester à l'intérieur. Une fois chaude, elle se purge automatiquement. Un petit volume de filament est extrudé pour s'assurer qu'elle est propre et prête à imprimer. Dernière étape, l'imprimante teste la qualité du filament sur une extrémité du tapis. Elle réalise ses différents traits et différentes épaisseurs. Et elle termine par 2 traits aux extrémités dans le fond du tapis. Grâce à sa lentille lidar, elle scanne le filament pour vérifier sa régularité et sa qualité. Si des anomalies sont détectées, la machine peut ajuster les paramètres en conséquence. J'ai tout expliqué en détail, mais en réalité c'est très rapide et ça ne prend que quelques minutes à peine. L'impression commence avec une première couche, l'une des plus importantes, c'est comme la fondation d'une maison. Elle est cruciale pour assurer que le reste de l'impression soit solide et stable. Elle va repasser dessus avec le scanner et vérifier qu'elle ne présente aucun défaut. Si elle détecte une anomalie, un message d'erreur s'affiche. Elle nous prévient qu'il y a un problème avec la première couche et si on veut tout de même poursuivre l'impression. Dans ce cas-ci, la première couche est nickel, je poursuis. Sa cadence de travail est impressionnante en mode normal.
Cet extrait est tourné en vitesse réelle. Il existe encore 2 modes au-dessus de celui-ci, lui permettant d'atteindre 500 mm par seconde, tout en gardant une qualité correcte. Le résultat est vraiment satisfaisant, les finitions sont belles et semblent très solides, le tout en moins d'1 heure et demie d'impression. Pour décoller les pièces, je plie légèrement le plateau, idéalement à froid. Pour l'assemblage du grattoir, je place le petit support de l'autre côté, le bord rond vers l'avant. Ensuite, je mets les vis par-dessus, je dépose la lame dans les encoches. J'assemble le tout. Les aimants se mettent sur le manche et sur le petit réceptacle. J'obtiens un super grattoir. Attention au sens, les vis vers le haut, l'angle est beaucoup trop vertical et accroche le tapis. De l'autre côté, ça glisse tout seul. Quand j'ai fini, il trouve sa place dans son réceptacle. Ça, c'est quand tout se passe bien. Avant d'arriver à ce résultat, j'ai connu quelques déboires. Ce qui m'amène à expliquer les différents filaments. Naïvement et clairement par manque d'expérience, je pensais que l'imprimante était livrée avec 3 couleurs de filaments, blanc, noir et vert. Pour ma toute première impression, j'ai lancé ce modèle de grattoir, et comme je pensais avoir le choix de couleurs, j'ai utilisé la bobine blanche. En sortie d'impression, rien à signaler. Mais petit à petit, elle commence à s'effriter et devient vite inutilisable. Si on lit bien sur la bobine blanche, il est écrit « filament de support ». En impression 3D, un filament de support est un matériau temporaire qui aide à maintenir les parties du modèle en l'air pendant l'impression, évitant ainsi qu'elles ne s'affaissent ou se déforment. Ces supports sont conçus pour être retirés facilement une fois l'impression terminée, ce qui simplifie la création des modèles complexes. Ce genre de filament n'est pas utilisé pour construire un modèle en lui-même. Évidemment, j'ai fait tout l'inverse. Ça me rassure, on est nombreux à être tombés dans le piège. Pour l'impression de pièces, la plupart du temps, on utilise du PLA. C'est un plastique biodégradable fabriqué à partir de matières renouvelables comme la fécule de maïs ou la canne à sucre. Le PLA est apprécié pour sa facilité d'utilisation, sa compatibilité avec de nombreuses imprimantes et sa capacité à produire des objets avec une finition lisse et brillante. Bambulab en a fourni avec l'imprimante. Pour ma part, c'est le filament vert. Quant au noir, c'est un filament en carbone. Sa composition est renforcée par des fibres de carbone, ce qui lui offre une résistance supérieure au PLA, tout en étant plus léger. On distingue immédiatement la différence au toucher. Il est beaucoup plus granuleux et texturé qu'un filament PLA ou de support. Tant que je suis dans les ratés, l'impression du Benchy, le petit bateau, ne s'est pas super bien passée pour moi. Dès le départ, ça partait mal. La première couche était franchement pas une réussite, mais bon, étant donné que ça fonctionne du premier coup chez tout le monde, je me suis dit pourquoi pas pour moi aussi. Malgré tout, j'ai poursuivi l'impression. Malgré cette première couche un peu dégueulasse, l'imprimante a bien rattrapé le coup. Toutefois, au bout de seulement 10 minutes, j'ai dû tout stopper. C'est parti en spaghetti. J'ai pas les images, mais je vous laisse imaginer des fils de partout. Au cours de cette mésaventure, j'ai remarqué plusieurs points. Le plus flagrant, la tête d'impression travaillait bien trop vite, la courroie en caoutchouc était mise à rude épreuve et souffrait. On voyait immédiatement que c'était anormal. Après quelques petites recherches dans le manuel, il est conseillé de lester la courroie de temps en temps. L'opération est très simple. Derrière l'imprimante, je dévisse les 2 embouts de chaque côté à l'aide de la clé Allen. Ensuite, je tire sur la courroie qui se trouve sur les extrémités jusqu'à ce que la pièce bouge légèrement. Avec un chiffon, je mets un peu de lubrifiant à cet endroit, en m'assurant que le lubrifiant est bien compatible avec le caoutchouc. Je revisse le tout, mais pas trop fort. Il faut que ça tienne, mais sans pour autant bloquer la pièce. Je ne sais pas si c'est lié, mais la table sur laquelle je l'ai posée bougeait. Dans le doute, j'ai glissé des petits supports en carton pour augmenter la stabilité. À ce moment-là, je n'avais pas encore fait la mise à jour du logiciel sur l'écran.
donc j'installe la dernière version. Et pour terminer, il fallait nettoyer la buse d'impression qui s'est encrassée à l'extérieur, du coup le filament a fondu et s'est déposé partout. Toutes mes premières couches ressemblaient à ça. Et encore quand elle voulait bien imprimer la première couche. Étant donné qu'il a refroidi, je ne sais pas l'enlever comme ça. Je retire le caoutchouc qui se trouve autour de la buse. Dans l'onglet, je sélectionne la température de la buse et je la mets à 220 degrés. Je fais attention d'éviter tout contact entre ma main et la buse qui est chaude. Ça se retire très facilement, un coup de chiffon et c'est parti. Dans le doute, je mets quand même un deuxième. Il ne me reste plus qu'à remonter le tout quand elle est froide. Afin de partir sur une bonne base, on peut lancer l'impression directement via Slicer, le logiciel Bambu Studio. Dans le manuel d'utilisation, Bambu Lab met tous les liens afin de récupérer un modèle 3D qui se trouve dans leur base de données de l'écran. Je suis allée prendre mon petit Benchy. Pour l'ouvrir dans le logiciel, le plus simple est de cliquer directement dessus et il apparaît sur le plateau. Je ne touche pas aux paramètres. Je sélectionne mon modèle en cliquant dessus, ce qui me permet d'accéder à toutes les options de celui-ci. Je clique sur trancher le plateau et après un court instant, le logiciel décompose chaque étape de l'impression. Sans rentrer dans les détails, la barre de droite permet de visualiser chaque couche et la barre du bas permet de voir le chemin que va emprunter la buse tout au long de cette couche. En passant par le logiciel plutôt que l'écran, je suis sûre que le modèle est optimisé pour réaliser l'impression dans les meilleures conditions. C'est pour cette raison que le temps d'impression est plus long, on passe de 38 minutes contre 24 via l'écran. Et cette fois-ci, tout se passe pour le mieux, je suis aux anges. Le résultat est vraiment sympa. Pour ne pas rester sur un échec, je l'imprime également via l'écran de contrôle de l'imprimante. Et cette fois-ci, c'est parfait, tout est rentré dans l'ordre. J'espère que ma mésaventure aidera certains qui ont pu rencontrer ce problème. Peut-être que l'imprimante avait besoin d'être amorcée ou bien de donner un peu de lest à la courroie étant donné qu'elle sort d'usine. Quoi qu'il en soit, je suis super contente que tout fonctionne. Après une semaine d'utilisation et étant donné que cet univers est tout nouveau pour moi, je suis super satisfaite de la facilité de prise en main de cette imprimante. Sans compétences particulières, il est tout à fait possible de réaliser des impressions de qualité, presque du premier coup. Le logiciel est plutôt intuitif pour quelqu'un qui débute. J'ai hâte d'explorer toutes ses capacités et de les partager en vidéo. Bien évidemment, toute cette technologie a un certain prix, surtout qu'il s'agit du modèle le plus complet. Étant donné qu'actuellement c'est l'une des imprimantes les plus rapides sur le marché, il faut la considérer comme un investissement dans le temps, jusqu'à ce que ses caractéristiques deviennent un standard dans l'impression 3D. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Normalement, j'ai fait le tour de tout ce qu'il faut savoir pour bien débuter et lancer sa première impression 3D. Néanmoins, s'il y a un point est à éclaircir, il y a l'espace commentaire ici en bas, c'est gratuit. Et à bientôt pour les prochaines aventures!